Bienvenue. Aujourd'hui, découvrons 10 destins hors du commun, des êtres exceptionnels qui ont transformé leurs différences en une incroyable leçon de vie. Numéro 10. Joseph Merrick, l'homme-éléphant. Pour comprendre l'histoire des phénomènes de foire, il faut d'abord croiser le regard de Joseph Merrick, plus connu sous le nom douloureux de l'homme-éléphant. Né en Angleterre en 1862, sa vie débute sous des auspices ordinaires avant qu'une terrible maladie, le syndrome de Proteus, ne vienne déformer cruellement son corps dès l'enfance. Rejeté par sa famille, abandonné à la dureté de la rue, il n'eut d'autre choix pour subsister que de s'exposer dans les foires victoriennes. Sous les chapiteaux sombres, la foule payait quelques pièces pour frissonner devant ce que les bonimenteurs appelaient un monstre. Pourtant, derrière ce masque de chair meurtrie, se cachait l'une des âmes les plus douces et les plus poétiques de son époque. Sa rencontre avec le chirurgien Frederick Treves changea le cours de son destin. Recueilli au London Hospital, libéré de la honte de l'exhibition, Joseph put enfin révéler sa véritable nature. Il s'avéra être un homme d'une immense culture, s'exprimant dans un anglais châtié, aimant la poésie et la musique classique. D'une patience infinie, il passait ses journées à concevoir de minutieuses maquettes en carton de cathédrale, offrant ses chefs-d'œuvre de délicatesse aux rares personnes qui lui témoignaient une bienveillance sincère. Sa célèbre supplique poétique résonne encore comme un vibrant plaidoyer pour la tolérance. Joseph ne demandait qu'une seule chose, être traité en homme. Sa disparition tragique à seulement 27 ans a scellé sa légende, celle d'un esprit lumineux piégé dans un corps d'ombre. Numéro 9. Myrtle Corbin, la femme à 4 jambes. Poursuivons notre voyage avec l'histoire extraordinaire de Myrtle Corbin, la célèbre femme à 4 jambes. Née au Texas en 1868, elle présentait une anomalie congénitale rarissime appelée dipygus. Elle possédait 2 bassins distincts et 4 membres inférieurs, les 2 jambes internes étant plus petites et soudées à ses hanches de supplémentaires. Très vite, ses parents comprirent le potentiel financier de sa différence et l'engagèrent dès l'âge de 13 ans dans la troupe du légendaire P.T. Barnum. Sur scène, Myrtle ne se laissait pas démonter par les regards inquisiteurs. Elle arborait une dignité royale qui désarmait instantanément les spectateurs venus chercher le sensationnel. Mais le véritable miracle de sa vie ne réside pas dans sa physiologie unique, mais bien dans le destin merveilleusement normal et heureux qu'elle a su se forger loin des projecteurs. Dotée d'un charme fou et d'une intelligence vive, elle suscita l'amour sincère du docteur Clinton Bicknell. Ils se marièrent dans un élan d'affection pure, prouvant aux sceptiques que l'amour véritable transcende les barrières anatomiques. Ensemble, ils eurent 5 enfants en parfaite santé. Myrtle décida de quitter définitivement le monde du spectacle pour se consacrer pleinement à son rôle de mère et d'épouse, devenant une figure respectée au sein de sa communauté locale. Sa vie paisible et épanouie, qui s'acheva en 1928, démontre avec force que l'on peut redéfinir son propre destin au-delà des étiquettes. Numéro 8. Stéphane Bibrowski, Lionel, l'homme à la tête de lion. Dans l'univers impitoyable des foires du début du XXe siècle, Stéphane Bibrowski, surnommé Lionel, l'homme à la tête de lion, représentait un contraste saisissant qui fascinait les foules. Né en Pologne en 1890, Stéphane était atteint d'hypertrichose universelle, une condition médicale qui recouvrait l'intégralité de son corps, et tout particulièrement son visage, d'une épaisse et soyeuse fourrure dorée qui rappelait la crinière d'un lion. Présenté au public comme une créature sauvage capturée au fond des forêts d'Europe de l'Est, il offrait un spectacle qui jouait sur la peur de l'inconnu. Pourtant, dès que le spectacle se terminait, ou même lorsqu'il prenait la parole sur scène, le prétendu monstre laissait place à un parfait gentleman d'une érudition stupéfiante. Stéphane parlait couramment, fâcheusement 5 langues, lisait les grands classiques de la littérature mondiale et s'intéressait passionnément à l'histoire de l'art. D'une politesse exquise et d'une douceur remarquable, il aimait engager de longues conversations avec les spectateurs à la fin des représentations, abordant des sujets philosophiques ou scientifiques avec une aisance déconcertante. Son rêve le plus cher, qu'il ne put réaliser, était de devenir dentiste. En humanisant ainsi son personnage, il a renversé les préjugés d'une époque prompte à juger sur les apparences. Sa mort en 1932 laissa le souvenir d'un homme d'esprit qui a su apprivoiser la curiosité malsaine du monde
en lui opposant l'élégance absolue de son intelligence. Numéro 7. Ella Harper, la fille chameau. L'histoire d'Ella Harper, entrée dans les mémoires sous le pseudonyme de la fille de la fille chameau, est une formidable leçon de courage, d'autonomie et de résilience face à l'adversité physique. Née dans le Tennessee en 1870, Ella souffrait d'une malformation orthopédique extrêmement rare et impressionnante, le genou recurvatum. Cette condition forçait ses genoux à se plier vers l'arrière, rendant la marche debout douloureuse et instable. Pour se déplacer confortablement, elle apprit donc à marcher à quatre pattes. Engagée par des cirques itinérants, elle devint rapidement l'attraction principale des spectacles, recevant une rémunération record pour l'époque de $200 par semaine. Mais Ella n'était pas une victime passive de son handicap ou de l'industrie du spectacle. Dotée d'une force de caractère hors du commun et d'une lucidité remarquable, elle considérait son passage sous les projecteurs comme une transition nécessaire, un moyen financier d'acheter sa liberté future. Dans les livrets de présentation distribués au public, elle fit imprimer ces mots d'une incroyable audace. Elle annonçait clairement son intention de quitter le monde du cirque dès qu'elle aurait assez d'argent pour financer ses études et changer de vie. C'est exactement ce qu'elle réalisa à l'âge de 16 ans. Elle quitta définitivement la scène, poursuivit de brillantes études, se maria, adopta une petite fille et mena une existence digne et bourgeoise, prouvant au monde que sa différence pouvait devenir un outil d'émancipation. Numéro 6. Francesco Lentini, l'homme à trois jambes. Francesco Lentini, né en Sicile en 1889, est sans conteste l'un des artistes de foire les plus charismatiques et les plus inspirants de tous les temps. Venu au monde avec 3 jambes complètes, 4 pieds et 2 appareils génitaux fonctionnels en raison d'un jumeau parasite, il fut d'abord rejeté par sa propre famille et placé dans un orphelinat pour enfants lourdement handicapés. C'est dans ce lieu, au contact d'enfants privés de l'usage de leurs membres, que le jeune Francesco connut une véritable révélation spirituelle. Au lieu de pleurer sur sa différence, il décida de célébrer la chance qu'il avait de posséder 3 jambes parfaitement mobiles. Émigrant aux États-Unis, il rejoignit les plus grands cirques de l'époque, notamment Barnum et Bailey. Surnommé le Grand Lentini, il devint une véritable vedette non pas en suscitant la pitié, mais en éblouissant le public par sa joie de vivre communicative et ses prouesses athlétiques. Il courait, sautait, jonglait et utilisait sa 3e jambe pour shooter avec brio dans un ballon de football. D'une élégance vestimentaire irréprochable et doué d'un esprit d'une vivacité redoutable, il répondait aux questions intimes des spectateurs avec un humour décapant et une répartie légendaire. Francesco s'est marié, a élevé 4 enfants et a vécu une vie heureuse, devenant un symbole universel d'acceptation de soi et démontrant que la véritable infirmité ne réside jamais dans le corps, mais dans l'esprit. Numéro 5. Charles Sherwood Stratton, le général Tom Thumb. Parmi les destins qui ont profondément marqué l'histoire culturelle du XIXe siècle, celui de Charles Sherwood Stratton, alias General Tom Thumb, brille d'un éclat tout particulier. Né dans le Connecticut en 1838, Charles cessa de grandir à l'âge de 6 mois en raison d'un nanisme hypophysaire. Découvert à 4 ans par l'impresario visionnaire P.T. Barnum, il fut formé aux arts de la scène avec une rigueur absolue. Doté d'un sens inné du spectacle, d'une voix charmante et d'un don exceptionnel pour l'imitation, le jeune garçon apprit à danser, chanter et incarner des personnages historiques comme Napoléon Bonaparte. Le succès fut immédiat et fulgurant. Charles devint la première véritable star internationale, acclamée par des foules en délire dans le monde entier. Il charma à plusieurs reprises la reine Victoria à Londres, établissant avec la souveraine une complicité presque amicale. Son mariage en 1863 avec Lavinia Warren, une autre artiste de petite taille, fut un événement médiatique d'une ampleur sans précédent, célébré à New York devant des milliers d'invités et salué à la Maison-Blanche par le président Abraham Lincoln. Mais au-delà de sa célébrité, Charles était un homme d'affaires redoutable et généreux. Sa fortune colossale lui permit d'acquérir de luxueuses demeures, des yachts, et même de sauver Barnum de la ruine financière. Par sa prestance naturelle, le général Tom Thumb a prouvé que la grandeur d'un homme ne se mesure jamais en centimètres. Numéro 4. Prince Randian, le torse vivant. Ce qui laissait les spectateurs bouche bée n'était pas tant son anatomie singulière que son extraordinaire autonomie.
Randian refusait d'être assisté pour les gestes de la vie quotidienne. Il avait développé une dextérité phénoménale avec sa bouche et sa mâchoire. Il parvenait à se raser de près avec un rasoir coupe-chou, à peindre des paysages délicats et à écrire d'une calligraphie soignée. Sa performance la plus mémorable, immortalisée dans le chef-d'œuvre cinématographique Freaks de Todd Browning en 1932. Numéro 3. Schlitzie, l'innocence incarnée. Dans la galerie des figures historiques du cirque, Schlitzie occupe une place à part, baignée d'une lumière de tendresse et de pureté émotionnelle. Né Simon de Metz au début du XXe siècle, il souffrait de microcéphalie, une pathologie qui se traduisait par un développement crânien réduit et des capacités cognitives équivalentes à celles d'un enfant de 3 ans. Sur scène, vêtu de robes d'inspiration hawaïenne pour des raisons de confort et d'hygiène, il charmait le public par son enthousiasme communicatif, sa passion pour la danse et son rire cristallin. Pour les membres de la troupe du cirque, Schlitzie n'était pas un outil de travail, mais l'enfant bien-aimé de la communauté, protégé et choyé par tous. Le drame de sa vie survint à la mort de son tuteur légal, lorsqu'il fut interné dans un hôpital psychiatrique public. Privé de la musique, des applaudissements et de l'affection de sa famille de cœur, Schlitzie sombra dans une profonde mélancolie, tutelle, et le ramenait sous le chapiteau. Ce retour à la vie de bohème sauva littéralement Schlitzie, qui retrouva instantanément son sourire légendaire. Sa présence lumineuse dans le film Freaks a gravé son visage dans l'histoire du cinéma. Sa vie fut une magnifique démonstration que l'amour, l'appartenance à un groupe et la joie simple sont les plus puissants des remèdes à l'exclusion. Numéro 2. Daisy et Violette Hilton, les sœurs siamoises. Daisy et Violette Hilton, nées en Angleterre en 1908, incarnent l'un des destins les plus romanesques, talentueux et bouleversants de l'histoire des spectacles itinérants. Devenues d'incroyables clarinettistes, saxophonistes et danseuses de claquettes, elles triomphèrent sur les scènes de vaudeville à travers le monde, générant des sommes d'argent faramineuses dont elles ne virent jamais la couleur, spoliées par leurs tuteurs abusifs. En 1931, portées par un courage admirable, Daisy et Violette intentèrent un procès historique pour obtenir leur émancipation légale. Libérées de leur chaîne, elles prirent enfin les rênes de leur destin, menant une vie de paillettes, de fêtes et d'amour tumultueuses. Mais le déclin inexorable des freak-shows les rattrapa, les laissant sans ressources à la fin de leur vie. Elles durent accepter un travail modeste dans numéro 1, Minnie Woolsey, Coucou la file oiseau. Terminons ce voyage intime avec l'histoire poignante de Minnie Woolsey, restée célèbre sous le nom de scène de Coucou ou Toesikoste, Coucou la file oiseau, déshumanisant où elle croupissait dans l'oubli général. Son entrée dans l'univers du cirque fut sa véritable libération. Bien que son numéro consistant à danser vêtu d'un costume de plumes puisse aujourd'hui sembler d'une grande cruauté, il constitua pour elle une renaissance inattendue. Sous le chapiteau, Minnie trouva enfin une vraie famille, une alimentation régulière, des soins attentifs et une protection bienveillante de la part de ses pairs. Sur scène, malgré sa mauvaise vue, elle se sentait exister sous le regard du public, trouvant dans la performance artistique un exutoire à ses traumatismes passés. Sa longévité exceptionnelle, moment des cas imprévus. Dans ce célèbre cabaret des curiosités, les attractions repoussaient sans cesse les limites de la réalité humaine. Les sœurs jumelles, Clara et Clémence, fascinaient toujours la foule en montrant leur langue incroyablement longue et souple. À côté de ces femmes, le courageux Barnabé posait fièrement avec un légume insolite, une courge géante et courbée, cultivée dans son propre jardin. Ensemble, ces artistes excentriques offraient un spectacle stupéfiant, vendant du rêve et du mystère à un public fasciné. Sous les projecteurs de la scène, chaque bizarrerie devenait une véritable merveille, célébrant avec joie la grande diversité de notre curieux petit monde. Leur force résidait dans leur dignité. Derrière les apparences, ces visages nous rappellent la beauté pure de notre commune humanité.